Je vais donner la parole à Christine Bourdelle, donc, qui est historienne des sciences et qui est une des artisans du site Ampère et Histoire des sciences, donc avec Bertrand Wolf, donc, dont elle va nous parler. Bonjour à tous et merci. Je voudrais d'abord, dans la suite de l'intervention de Julien Pomard, avouer une faute. Je ne sais pas si elle est impardonnable. J'espère qu'il y a prescription. Il y a à peu près 50 ans, ah non, prescription, j'ai déplacé un feuillet, des brouillons, fermez vos oreilles, à savoir le bonhomme d'Ampère, justement, qui était noyé au milieu des... Il y a 10 cartons de brouillons, absolument, je ne vais pas vous employer un mot incorrect, mais très difficile à classer. Et au milieu, il y avait le bonhomme d'Ampère. Je me suis dit, quand même, c'est dramatique que ce soit caché au milieu de ces brouillons. Donc je l'ai remis dans la chemise de 1820, à l'endroit où il devait se trouver. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du transfert de 2 sites, justement, le site Histoire de l'électricité et le fonds Ampère, qui vont intégrer le portail Ampère Archives grâce à la Société des Amis d'Ampère. Et donc, le travail est effectué par Olivier Fauvet, qui est ici présent, qui fait un travail absolument remarquable pour ce transfert. Et donc, je remercie vraiment la SAMA qui, outre toutes ses activités de diffusion scientifique, je trouve, a créé un écosystème autour d'Ampère qui est absolument remarquable et qui permet de faire ressurgir toutes ces recherches autour d'Ampère. Donc, petit historique, il y a eu un premier projet qui a été finalisé en 2011 à la Cité des Sciences, à la Villette. Et c'était une plateforme qui regroupait à la fois la partie Histoire de l'électricité et la partie fonds Ampère. C'était vraiment le tout début des humanités numériques, ce qu'on appelle maintenant les humanités numériques. Et donc, ça avait été fait avec un logiciel maison par un ingénieur CNRS. Et c'est à ce moment-là qu'on a effectué la numérisation du fonds, donc à la fois du fonds des archives, c'est-à-dire les 53 417 images du fonds des archives de l'Académie des sciences, mais aussi des ouvrages imprimés, en particulier la correspondance, qui avait été éditée dans l'entre-deux-guerres en 3 volumes. Mais il y avait 2 volumes qui succédaient chronologiquement, et le 3e volume, c'était des lettres qui avaient été retrouvées ultérieurement. Donc en fait, il n'y avait pas une continuité entre les 3 volumes. Et on a entrepris également la numérisation des publications d'Ampère, qui était aussi une tâche également ardue, parce qu'Ampère est un auteur impossible. Il remaniait ses textes, il donnait des versions successives différentes dans des revues différentes. Donc on a numérisé 160 publications dont je pourrais parler tout à l'heure. Et puis pour la partie Histoire de l'électricité, on a bénéficié des collaborations, le Musée des Arts et Métiers, le Palais de la Découverte, le Musée d'Histoire de Florence et l'Histoire des Sciences de Florence, et évidemment de la SAAMA, en particulier de Michel Dur, dont on a parlé tout à l'heure. Un deuxième projet, toujours dans le cadre du CNRS avec un soutien de l'ANR, a abouti en 2014 à 2 sites différents. On a coupé la plateforme en 2. Le site Histoire de l'électricité s'adresse à un public assez large, et donc depuis 2014, il est accessible sur Internet et il marche encore très bien. Le corpus Ampère, lui, est resté en pépinière sur le serveur Humanum, le très grand TGIR du CNRS, et il est accessible, mais par son URL. Il n'est pas vraiment en accès public parce que, à la fin du projet, comme vous le savez, maintenant la recherche est financée sur projet à durée limitée. On a pas mal d'argent, mais quand le projet est terminé, il n'y a plus un sou. Et donc, difficulté pour finaliser les projets. Donc, il est resté en pépinière. Mais grâce à la SAAMA, ça va revivre. Donc, ça va revivre sur le portail Ampère Archives. On a choisi un nom qui fait référence à une tradition un petit peu internationale, comme Einstein Archives ou les archives Newton, les documents, la correspondance de Darwin, les archives Poincaré. En France, c'est aussi Poincaré un site très important autour de Poincaré. Quel est le projet de ce portail? Là, je parle au nom de Alfonso, que je remercie encore une fois pour avoir tout lancé. Donc, c'est de donner accès aux collections et aux ressources du musée. Ensuite, de maintenir une veille documentaire sur les travaux menés autour d'Ampère. Et enfin, c'est ce dont je vais parler, héberger, maintenir et éditer les ressources documentaires et les archives autour d'Ampère.
Alors on voit le portail en construction, c'est juste pour vous donner une idée là. On voit les deux sites, Histoire de l'électricité et le site Ampère, et puis également des rubriques qui concernent la SAAMA en elle-même. Alors sur le site Histoire de l'électricité, on a plusieurs parties. Une première partie qui est un parcours historique, qui est destiné à un large public. Et il est effectivement utilisé par des enseignants, des élèves, enfin, disons niveau lycée. Il a été mis à jour par Olivier Fauvet. Il a été rendu beaucoup plus ergonomique. La version précédente s'étalait sur tout l'écran. Maintenant, elle est bien encadrée, donc elle est responsive, c'est-à-dire qu'on peut le consulter sur n'importe quel support. Et donc mis à jour, plus ergonomique également. Et il est déjà accessible sur le site de la SAAMA. Donc si vous allez sur le site de la SAAMA, vous faites archives Ampère et vous pouvez accéder directement à ce site sur l'histoire de l'électricité. Maintenant, il est finalisé, il est disponible. Donc il y a 8 chapitres, une quarantaine de dossiers et surtout une trentaine de vidéos de reproduction d'expériences historiques. Et je dois dire que c'est ça qui a le plus de succès, évidemment, sur Internet, les vidéos d'expériences. Donc des expériences d'électrostatique, mais toutes les expériences classiques de l'histoire de l'électricité, la balance de Coulomb, les expériences d'Ørsted, d'Ampère, de Faraday, et quelques expériences ensuite sur, par exemple, les décharges dans les gaz raréfiés, qui sont très spectaculaires. Et évidemment, plusieurs chapitres concernent Ampère. Alors, juste une image de vidéo pour montrer un exemple d'expérience d'Ampère au début de ses recherches en électrodynamique, en 1820. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On a un circuit qui est dit astatique parce qu'il est indépendant du champ magnétique terrestre, donc en équilibre indifférent, quelle que soit sa position, il est en équilibre. Et quand on le fait parcourir par un courant, on peut agir sur seulement un des côtés. C'était l'expérience d'Ampère, attiré ou repoussé par un aimant, donc montrer l'interaction entre les circuits et qu'un circuit peut être équivalent à un pôle d'aimant. Et on voit sur la table également un solénoïde. Alors solénoïde, c'est un mot qui a été créé par Ampère. Ampère était féru de racines grecques. C'est une des caractéristiques qu'on retrouve dans le savant cosinus. Ampère a servi de modèle au savant cosinus. Et donc ce solénoïde également très simple, c'est le modèle de l'aimant. Le modèle en circuit, l'équivalent en circuit électrique d'un aimant, c'est le solénoïde. C'est la grande idée d'Ampère, dès le début de ses recherches, de montrer qu'un aimant et un circuit, c'est équivalent. Enfin, pour réduire plus exactement les propriétés de l'aimant au courant électrique et donc éliminer les fluides magnétiques du champ de la science. Alors, je vais contraster cette expérience extrêmement simple, qu'on voit en vidéo, mais là, je ne montre pas la vidéo, avec des appareils beaucoup plus complexes, comme celui-ci, qu'on trouve dans ces publications. Vous voyez, la moindre vis est décrite. On peut donner la planche au constructeur. Ampère, comme on l'a dit hier, les savants à cette époque étaient très proches des constructeurs. Ils allaient discuter dans les ateliers des constructeurs, même parfois plusieurs savants en même temps. Donc c'était vraiment des lieux de recherche, développement chez les constructeurs d'instruments. Mais apparemment, cet instrument n'a jamais été construit tel quel. Il y a sans doute eu une version simplifiée, mais ça n'a jamais été construit. Et il y a d'autres instruments tout aussi complexes qui n'ont jamais été construits. Ampère l'avoue même à la fin de son grand mémoire, le 4e n'a jamais été construit. Donc le résultat a été prévu d'avance, gagné d'avance. Et je vais passer... Alors, il y a toute la reconstruction de la démarche d'Ampère, mais je vais prendre quelque chose de plus grand public, à savoir l'histoire de la pile de Bagdad, pour montrer qu'il y a aussi des cas qui s'adressent à tout le monde. Il y a une vingtaine d'années, même peut-être une trentaine d'années, je ne sais plus, une vingtaine, sur Internet, si vous tapiez pile de Bagdad, on vous expliquait que la pile avait été inventée il y a 2000 ans par les Parthes, parce qu'un archéologue avait trouvé une poterie avec à l'intérieur un cylindre de cuivre, et à l'intérieur du cylindre de cuivre, qui était bouché en sa partie inférieure, une tige de fer. Donc il suffit, tout est dans le « il suffit de rajouter un liquide acide pour obtenir une pile. Et on disait même qu'avec ça, on pouvait faire de l'électrolyse, et donc dorer des petites statuettes.
Alors, bon, on s'est penché sur la question, on a étudié, vous pouvez aller regarder l'article, pour montrer que c'est très peu vraisemblable, c'est même quasiment impossible, mais on ne l'a pas écrit. C'est impossible de dorer, ça c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas de sel d'or dans l'Antiquité, en solution liquide. Donc ça c'est sûr. Et la pile de Bagdad, depuis d'autres interprétations fournies par des archéologues, sont beaucoup plus pertinentes. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, si vous regardez sur Wikipédia maintenant, vous voyez que c'est discuté. C'est-à-dire, on explique bien que c'est très peu vraisemblable. Donc ça, c'est une satisfaction d'avoir un peu déminé ce fake sur Internet. Une deuxième partie dans le parcours historique, c'est le laboratoire historique. Là, il s'agit de discuter des expériences ou des théories qui sont tombées dans l'oubli. Alors là, c'est très fréquent en histoire, enfin il y en a pas mal en histoire des sciences, des théories ou des expériences qui sont tombées dans l'oubli, pas forcément parce qu'elles ont été carrément discréditées, c'est pas toujours le cas, ça peut être pour des raisons très variées, trop complexes, plus utiles, ou bon, les raisons sont variées. Et André Assis va justement nous parler du relatif oubli dans lequel est tombée la formule d'Ampère, c'est tout un débat. Et dans ce laboratoire d'historique, on essaye d'éclairer ces zones d'ombre. Par exemple, on peut en citer un, c'est ce qu'on appelait au XIXe siècle l'électricité de pression. Alors, ça n'est pas la piézoélectricité, c'est un phénomène beaucoup plus complexe, et là, on a consulté des physiciens pour savoir de quoi il s'agissait, c'était très complexe. Un autre phénomène, c'est l'attraction par les corps légers. Alors là encore, là je remercie pour le coup André Assis, parce que c'est lui qui nous a mis le doigt dessus. C'est beaucoup plus complexe. En général, on dit que le petit bout de papier, la plume ou le filet d'eau, alors le laboratoire historique, voilà, sont des isolants attirés. En fait, si on creuse un peu la question, en fait, on se rend compte que ce sont des conducteurs. Donc c'est une explication qui est contraire à ce qu'on trouve dans la plupart des manuels d'électrostatique. Un autre type de réplication qu'on a mené avec des étudiants élèves ingénieurs à l'école centrale Lyon, c'est la réplication de l'expérience de la découverte manquée de l'induction par Ampère en 1822. Et c'est très intéressant parce que plusieurs historiens avaient fait cette réplication, donc monté l'expérience, et ils obtenaient des résultats différents. Donc incertitude. Et les étudiants ont fait non seulement l'expérience, mais aussi tout un calcul sur ordinateur, et ils ont montré qu'on pouvait expliquer ces résultats différents par des caractéristiques mécaniques différentes du dispositif. Donc là, ça a vraiment résolu une question qui était restée irrésolue pour les historiens. Donc ça, ils étaient assez contents. Alors maintenant, je passe au corpus Ampère. Donc, on l'a dit, 53 000 images, 1200 lettres à peu près, et 10 000 pages de publication. Quel est l'objectif ? Bien sûr, d'abord donner en ligne cet ensemble de sources complémentaires. L'audience, c'est d'abord les historiens, mais pas que. Il y a aussi des sections qui s'adressent au grand public, comme une sélection de documents d'archives qui sont commentés, c'est la partie éditorialisée, et établir des relations entre les trois principales parties du corpus, les publications, la correspondance et les archives. Et tout ceci se fait grâce à un encodage des documents dans une norme qui s'appelle la TEI, Text Encoding Initiative, qui est une norme internationale classiquement utilisée pour ce genre de travail. Je voudrais juste ajouter, ça me fait penser, on a fait aussi un inventaire en EAD du fonds Ampère, mais il faudrait le retrouver quelque part. Alors, quelques mots sur la correspondance. Justement, là, je signale une correspondance complètement inédite qui a été achetée par le professeur d'histoire des sciences de Cornell dans les années 80. Elle était dans un château dans la région lyonnaise. C'est la correspondance entre Ampère et un autre jeune bourgeois lyonnais, Coupier, qui est très intéressante, puisqu'ils étaient à distance, donc ils s'envoyaient des lettres d'une dizaine de pages sur tous les sujets. Et Ampère se fait l'enseignant pour Coupier, et Coupier se fait aussi l'enseignant sur la mécanique, les roues hydrauliques, l'astronomie. Là, c'est pour construire une lunette astronomique. Donc cette correspondance a été transcrite et donc elle est disponible sur le site. Bon, excusez-moi, là j'ai pris l'image sur Internet, donc elle n'est pas très bonne, mais je vais donner la transcription. Là, c'est un autre document que je trouve absolument crucial, j'en ai dit 2 mots hier. C'est un mémoire d'Ampère sur l'électricité qu'il a écrit en 1801. Donc il était un illustre inconnu, il avait 26 ans, et il vivait de leçons particulières de mathématiques et de physique. Et le texte dit «
Il écrivait un traité de physique ou d'électricité, je crois que c'était d'électricité. J'ai donc pu me flatter que le hasard m'avait favorisé d'une de ces idées qui ouvre aux physiciens une carrière nouvelle, lorsqu'après avoir réduit tous les phénomènes de l'aimant et de l'électricité à un principe unique, j'ai vu naître de ce principe les applications les plus simples et les plus naturelles d'un grand nombre de faits dont les causes étaient ignorées, ce qui est quand même assez prétentieux pour ce jeune homme. Cette action se propageant de proche en proche suivit pour expliquer, ainsi qu'on va le voir, tous les phénomènes qui appartiennent à cette théorie dont on pourra faire à l'avenir une branche de la mécanique. Il avait refait tous les calculs de la mécanique analytique de Lagrange, donc il était quand même très avancé dans le domaine de la mécanique. Il ne faut plus pour cela qu'un génie capable d'y appliquer le calcul qui a produit tant de merveilles entre les mains des mathématiciens modernes. Et là, il fait sans doute allusion justement à Lagrange. Et ça, il écrit ça à 25 ans. Et l'électrodynamique, il a 45 ans, c'est 20 ans plus tard. Donc c'est vraiment... alors il y a une ébauche de théorie, mais en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'a jamais publié ce document. Donc c'est encore un exemple de la richesse de ce fonds. Comme on l'a dit hier, Marco Segala l'a dit pour la philosophie. Si Ampère avait publié ses écrits sur la philosophie, il serait considéré comme un vrai philosophe. Mais comme il n'a rien publié, eh ben, sa philosophie est tombée dans l'oubli. Et on a plein d'exemples, ce mémoire en est un autre exemple. Et juste pour insister sur ce point, parce que c'est un point de discussion, cette conviction intime d'Ampère que les phénomènes électrodynamiques in fine doivent s'expliquer par de la propagation proche en proche. Et hier, Marco Segala l'a bien dit, Ampère est réaliste en philosophie. Il pense vraiment que la science peut accéder à une connaissance réelle. Quant à moi, je ne doute guère que les attractions et répulsions des courants électriques ne soient, comme l'attraction newtonienne, un résultat des mouvements du fluide qui remplit tout l'espace. C'était aussi un ami de Fresnel, on l'a dit, donc Fresnel qui à ce moment-là construit sa théorie ondulatoire de la lumière qui suppose justement un éther qui remplit tout l'espace. Mais comme la dynamique des fluides et les propriétés particulières de celui qui remplit l'espace sont bien loin d'être assez bien connues pour qu'on puisse calculer, c'est toujours calculer, les effets de ces mouvements, je persiste à croire qu'on doit conclure les formules qui expriment les forces des observations réduites à des lois générales empiriques. Alors là, dynamique des fluides, ça fait tout de suite penser à Maxwell. Maxwell a commencé par la dynamique des fluides, les puits et les sources, et le calcul vectoriel. Mais le calcul vectoriel, Ampère n'en disposait pas. Il a été établi entre Ampère et Maxwell. Donc Ampère reconnaît, il n'a pas les outils mathématiques pour faire une théorie fondée sur l'action de proche en proche, donc il doit se contenter de faire une théorie basée sur l'action à distance et qui elle-même est basée, comme la loi de Newton, sur des lois générales empiriques qui étaient, pour Newton, c'était les lois de Kepler. Donc il se place vraiment dans l'histoire de la science comme l'équivalent de Newton qui a établi la loi de la gravitation grâce aux lois de Kepler, et lui il a établi les lois de l'électrodynamique grâce à ces 4 lois empiriques. On peut voir aussi les étapes de la construction d'un instrument. Vous voyez un instrument, l'aiguille astatique, c'est-à-dire l'aiguille indépendante du champ magnétique terrestre. Bon, pareil, je suis pas sûr que... C'est pas sûr, d'après le mémoire imprimé, que le dernier schéma très compliqué, relativement compliqué, disons pour l'époque, ait été vraiment construit. Alors, quelques informations techniques. L'encodage des documents donc, a été fait pour les personnes. On a vu hier, par exemple, un document, c'était Daniel Blouin, je crois, qui nous a montré un document où Ampère était orthographié A-M-P-E-R-T. Bon, il y en a d'autres. De Gérando, c'est quelquefois en 2 mots, quelquefois en un seul. Enfin, par exemple, les noms, il y a, je l'ai marqué quelque part, 12 000 occurrences pour seulement 2500 noms. C'est-à-dire que chaque nom est parfois orthographié un grand nombre de fois. Les institutions, les dates et les lieux, ce qui permet des recherches croisées sur ces divers identifiants. Alors un exemple d'encodage, à gauche vous avez le manuscrit, en bas vous avez Monsieur Brémontier, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, et à droite l'encodage en TEI qui est à mon sens même presque un peu trop avancé, puisqu'on a même tous les retours à la ligne, toute la structuration matérielle du document. Et puis le nom d'en bas, Persname, et puis on voit Brémontier au milieu de Persname. Donc imaginez, il y a plus de 5000 pages qui ont été transcrites, le travail que ça représente de transcrire ces documents avec toute cette indexation. Et il y a 2 types de transcriptions possibles, la diplomatique qui respecte
complètement la structure du document, les retours à la ligne, les ratures, les espaces, etc. Et la transcription normalisée qui permet à un lecteur d'aujourd'hui d'accéder directement au document de manière conviviale. Mais je voudrais finir sur une autre phase du savant. Ampère a passé presque toute sa vie, je le dirais, à réfléchir à la classification des sciences et à l'unification des sciences. Et dans sa classification qu'il publie 2 ans avant sa mort, il y a 128 sciences, c'est une classification dichotomique, donc 2 puissances, je ne sais plus combien, on arrive à 128. Et parmi ces sciences élémentaires, il y a une science qu'il baptise, encore un nom grec, toujours le savant Cosinus, phrénigiétique. Alors je lis la définition. C'est à la phrénigiétique qu'appartient l'étude des phénomènes si dignes d'attention qui sont dus à cette exaltation de la sensibilité qui a été désignée sous les noms d'extase, de somnambulisme et de magnétisme animal. Alors là, on pourrait faire une communication d'1 heure sur Ampère et le magnétisme animal, mais nous n'avons pas le temps. Donc je vais terminer sur la statue de Polémieux, que je trouve assez fascinante et qui mériterait un petit nettoyage. Que dit Ampère soit dans sa correspondance personnelle, soit dans ses archives? Il écrit à un de ses correspondants lyonnais. En fait, son cercle d'amis lyonnais, c'est vraiment sa base personnelle, affective. Toute sa vie, il va rester en contact affectif, intellectuel avec ses amis lyonnais. Paris, il ne se fait aucun vrai ami en dehors de Maine de Biran, il n'y était pas tout le temps à Paris. Il était vraiment ancré à Lyon, c'est pour ça que c'est vraiment important que ce soit à Lyon. Donc il écrit à un de ses amis lyonnais. Savez-vous pourquoi j'aime tant Werther? Werther, c'est évidemment les souffrances du jeune Werther de Goethe. C'est que j'y trouve le droit de mépriser la raison, de résister à ces leçons fastidieuses et de me livrer sans réserve à mes chères passions. Et son ami Bredin, dont on a déjà parlé, encore un Lyonnais, lui écrit une autre fois « Tu admires les opposés. Tu te passionnes pour des choses qui sont mutuellement exclusives. » Alors, on peut l'appliquer à des tas de domaines de la vie d'Ampère, la religion et le réalisme, la philosophie des Lumières. On peut l'appliquer aussi à la physique, l'action de proche en proche et l'action à distance. Tu cherches à unir les contraires. Et ça, je crois que c'est aussi une des caractéristiques vraiment fondamentales de la pensée d'Ampère. Et cette statue, elle ne ressemble pas du tout à celle que vous trouvez à Lyon sur la place Ampère, où vous avez un savant comme ça, avec son beau livre. Et en fait, cette statue romantique, elle a été commanditée par Édouard Herriot, qui avait travaillé justement sur les romantiques français, le salon de Madame Récamier au début du 19e. Et lui, il avait bien compris, Herriot, cette face d'Ampère. Donc ça, c'est la face romantique. Et à Lyon, sur la statue d'Ampère, vous avez l'autre face d'Ampère, l'encyclopédiste, le partisan de la philosophie des Lumières. Donc ces 2 contraires, et ces 2 statues, me semble-t-il, manifestent parfaitement clairement les 2 faces opposées d'Ampère. Alors, je ne voudrais pas faire un horrible anachronisme, c'est le péché suprême de l'historien. Mais cette statue, en fait, c'est la science, une allégorie de la science. On ne voit pas très bien, mais c'est une jeune femme qui soulève le voile devant les yeux du savant. Et vous voyez ce que voit le savant. Moi, ça me fait penser à de l'éco-anxiété. Bon, c'est peut-être de l'anachronisme, mais je crois que ça pose une question encore aujourd'hui. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Merci beaucoup, Christine. Donc, on a temps pour quelques questions. Merci Madame Blondel. 2 questions liées à la TEI. Vous avez présenté 2 façons d'encoder. Donc l'encodage diplomatique est normalisé. Donc diplomatique, c'est ce qui a été fait je crois, par Michel Dur à l'époque. Donc non, alors vous me dites que non. La question c'est, est-ce que vous présentez les 2? Est-ce que vous avez fait les 2? Donc vous me dites que oui. Et quel est le périmètre de cette transcription? Tous les manuscrits ou une partie? Environ 5000 pages. Et quel périmètre? Quel document? Oui, comment vous avez choisi lesquels et comment vous avez choisi? Alors, c'était il y a 20 ans, presque. C'est difficile, comme le fond en faveur est difficile. C'est évidemment, il y a eu un choix.
Je crois que c'est essentiellement des documents scientifiques, mais aussi de philosophie, de manuscrits. Je saurais, faudrait que je regarde. C'est accessible sur le site. Hein. Et c'est classé, enfin c'est classé par chemise, donc on peut quand même relativement bien identifier les documents qui ont été transcrits. Mais c'est vraiment un travail, oui. C'est Ouais. énorme. Bonjour. Cette transcription s'effectue-t-elle de manière totalement manuelle ou y a-t-il au départ l'usage de l'intelligence artificielle, comme on dit aujourd'hui, Il y a pour 20 ans, reconnaître les caractères ou, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, en tout cas pas pour le grand public. Et donc non, ça a été fait à la main. Alors bien sûr, maintenant, il y a une partie, je pense, qui pourrait bénéficier d'OCR. Maintenant, l'OCR est accessible pour ce jeu. Ampère a une écriture qui est très grosse, comme vous avez pu vous en rendre compte, donc qui, je pense, pourrait passer sur l'OCR. Surtout qu'il y a déjà toutes, si on fait du e-learning, il y a déjà tous ces documents qui ont été transcrits, donc on peut apprendre à une machine à partir de ce qui est déjà transcrit pour transcrire d'autres documents. Si je peux me permettre de compléter, c'est le projet que nous avons initié là avec Christine Blondel et Olivier Fouvet sur les Ampère Archives, de vraiment utiliser aussi l'intelligence artificielle pour nous aider avec une surveillance quand même humaine derrière et faire une transcription automatique de l'ensemble avec les 2 encodages, ça serait parfait. Bien, merci beaucoup, encore une fois.